il y a du cœur, il y a des histoires à raconter. J'ai 13 ans à ce moment-là et je vis avec mes parents et mon frère dans une maison dans laquelle j'ai grandi. Et on vivait une vie plutôt heureuse jusqu'à ce que, au milieu de mon année de quatrième, mon père a commencé à avoir quelques petits soucis de santé. Il a fait du coup plusieurs analyses. C'est une période qui est assez floue parce que je pense que j'étais trop jeune pour pouvoir bien comprendre et me rendre compte de certaines choses. Puis je pense aussi que mes parents nous ont vachement protégés de tout cet aspect examen de santé que pouvait subir mon père à cette période. Pendant plusieurs mois, il a fait des examens jusqu'à ce que, au bout d'un moment, les résultats sont tombés et mon père avait donc un cancer. Cancer qui s'est tout d'abord développé dans la vessie. Donc à partir du moment où mon père a du coup su qu'il avait un cancer, moi je me rappelle pas vraiment de la période où mes parents nous l'ont annoncé. Pendant longtemps j'ai cru qu'ils nous l'avaient jamais vraiment dit. Et en fait si, juste je m'en souvenais pas. Et encore aujourd'hui de toute façon je me souviens pas de cette période. Et en fait à partir de ce moment-là, la vie elle est devenue un peu différente. Parce qu'elle a été rythmée du coup par les séances de chimiothérapie que mon père devait subir plusieurs fois du coup. Donc par exemple l'été qui a suivi, donc l'été entre ma quatrième et ma troisième, on a pu partir en vacances seulement quelques jours en Normandie entre deux séances de chimio. On n'avait pas pu partir plus loin, mais en fait toute la vie était rythmée par cette maladie et par les rendez-vous médicaux. Et donc en fait ça a été comme ça pendant plusieurs mois jusqu'à ce que le début d'année qui suivait, donc en janvier 2014, mon père a subi une grosse opération. C'est une opération qui consiste du coup à retirer la vessie qui est touchée par le cancer et à en reconstruire une. Et du coup, c'est une grosse opération qui dure plus ou moins 5 heures. Et pendant cette période-là, moi j'étais en troisième et c'était mon frère et moi, on dormait chez mes grands-parents. Donc c'est mon grand-père qui venait nous chercher à la sortie du collège et qui, du coup, on repassait chez mes parents, donc qui n'étaient pas là. On repassait chez mes parents, récupérer nos affaires de cours pour le lendemain. Et on dormait chez mes grands-parents qui habitaient une ville à côté, de là où on habitait et où il y avait notre collège. Donc en fait, on recommençait le lendemain, ils nous redéposaient au collège et ainsi de suite. Ça a duré quelques temps. Ma mère, elle, essayait de passer du coup du temps à l'hôpital, en fait, qui était à 1 heure de route de chez nous. Et le week-end, parce que mon père, du coup, est resté 3 semaines à l'hôpital. Le week-end, ma mère venait nous chercher et on faisait du coup la route pour aller à l'hôpital aussi. On dormait chez ma marraine qui habitait pas très loin. Et on passait quelques moments avec mon père dans la journée à l'hôpital. Après cette période, du coup, cette grosse opération, mon père a été en rémission. Et pendant 1 an, la vie, elle a un peu repris son cours. Il n'y avait plus de chimio, il n'y avait plus de radiothérapie. Les cheveux de mon père avaient repoussé. Et en fait, la vie, elle avait repris un rythme normal. On revivait exactement comme c'était avant cette période de maladie. Ça a été le cas jusqu'à ce que mon père fasse une récidive qui a été annoncée du coup pendant mon année de seconde. De mémoire, je dirais que on a été un peu tranquille avec tout ça pendant une année presque complète. Il faut savoir que mon père, qui est quelqu'un de très joyeux, très bon vivant, qui est toujours drôle en toutes circonstances et qui rajoute toujours une pointe d'humour même dans les pires situations. Et là, c'était le cas encore une fois. Et je me souviens que il était venu me chercher au lycée avec sa voiture de travail, donc une voiture commerciale avec 2 places à l'avant. Et il était au téléphone avec un collègue en Bluetooth dans la voiture. Et en fait, il lui a annoncé qu'il avait que le cancer avait fait une récidive
et qu'il allait devoir reprendre les traitements. Et en fait, mon père, il avait vraiment ce truc de dire c'est qu'une petite récidive, rien de bien méchant. Et en fait, il paraissait... En fait, c'était quelqu'un de fort qui continuait à travailler le plus possible, même en faisant de la chimiothérapie, et qui continuait d'être positif constamment. Il y avait limite aucune raison de s'inquiéter. En tout cas, c'est ce que ça a dégagé, et moi, du haut de mes 15 ans, j'avais vraiment cette impression que tout allait bien se passer. Après cette récidive, du coup, la vie, elle est redevenue comme elle avait été pendant la première année de la maladie. Ça a été le retour des traitements, le retour de la chimiothérapie, de la radiothérapie, de ma mère qui rase les cheveux de mon père dans le salon, des vacances qui étaient annulées parce qu'en fait son état de santé le permettait pas. Et en fait, l'été du coup qui suivait mon année de seconde, on a, on a réussi à partir une semaine en dernière minute. Ça, c'était des bons souvenirs. On était partis, on avait fait du canoë. Sauf que je me souviens qu'en fait, il y avait 2 canoës. Il y en avait un, c'était ma mère et moi, et mon frère et mon père dans l'autre canoë. Sauf que mon frère, du coup, qui avait 12 ans, il avait du mal à ramer parce qu'en fait mon père il avait pas trop d'énergie et il était pas très en forme, et du coup on avait inversé avec mon frère, et j'ai vraiment ce souvenir d'avoir ramé le canoë pour mon père et moi pendant je ne sais combien de temps. Ça me paraissait interminable, j'avais mal partout. Lui ramait mais il y mettait aucune force, et en fait j'osais pas lui dire parce que je savais qu'il y mettait du cœur. Donc du coup c'était vraiment physique et compliqué. Et en fait, cet été-là, ça a aussi été l'été où j'ai compris que finalement ça pouvait être grave comme maladie, parce qu'en fait il avait dû se faire hospitaliser et pour se faire transfuser des globules blancs parce que son taux de globules blancs était trop bas. Ça pouvait être dangereux, alors si je dis pas de bêtises, il risquait de faire une hémorragie si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est vrai que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que en fait sa maladie elle pouvait être grave vraiment, et que je savais pas vraiment ce qui allait se passer par la suite. Et l'année 2015 elle a continué un petit peu sur cette lancée. C'est vraiment l'année 2016 qui a marqué un grand tournant, parce qu'en fait on devait partir au ski et on n'avait pas pu partir avec du coup les traitements de mon père. Et du coup on avait réussi finalement à partir pendant les vacances d'avril, à partir au ski en dernière minute. Et en fait, il faut savoir que nous, dans notre famille, on aime énormément skier, tous les 4. Et en fait, le premier jour, mon père, il skiait, et en fait, il tombait beaucoup. Genre, il perdait beaucoup l'équilibre, en fait. Même sur des pistes vertes, alors que mon père, c'est quelqu'un qui a un bon niveau de ski, quoi, qui se débrouille. Et j'essayais toujours de relativiser en essayant de me convaincre que c'était pas très grave de tomber, que ça arrivait à tout le monde. Sauf qu'en fait, je pense qu'il était affaibli par les traitements qui fatiguent énormément, et aussi, j'imagine, par la maladie. Et en fait, finalement, mon père n'a pas skié du reste de la semaine. Il allait dans les petits cafés en bas des pistes boire un petit chocolat chaud et lire un livre. Et en fait, nous, on continuait de skier tous les 3. Et en fait, j'imagine que ça a dû être compliqué pour lui de nous voir partir skier et de ne pas s'en sentir capable. Parce que mon père, c'était quelqu'un de fier. Et il a dû se sentir peut-être un peu réduit. Et pendant longtemps, je me suis dit que j'aurais peut-être dû rester avec lui en bas des pistes une journée et juste boire un chocolat chaud et lire un livre avec lui. Mais du haut de mes 15 ans, j'avoue que je pensais pas à tout ça et que je suis partie skier. L'été qui suivait, on est partis en vacances, tous les 4. Sur la route du retour, mon père n'a quasiment pas conduit, ce qui n'était pas du tout à son habitude, parce que mon père, c'était lui qui faisait la plupart de la route en général. Là, c'est ma mère qui a beaucoup conduit. Ça m'a pas tellement choquée sur le moment, mais c'est vrai qu'avec du recul, c'est un truc à remarquer, et c'est vrai que ça a changé, et c'était quand même quelque chose d'étrange. Et en fait, c'est de là que c'est devenu vraiment très compliqué, parce qu'en fait, mon père, en septembre, il n'est pas vraiment reparti travailler. Il avait mal au ventre. Et en fait, le médecin, il disait que c'était dû au stress, sauf que ça passait jamais. Et en fait, il est plus jamais retourné travailler. Et au-delà de plus aller travailler, il s'est transformé petit à petit. Parce qu'en fait, mon père, qui était un homme, comme je disais, drôle en toutes circonstances, il parlait presque plus.
et il est devenu un homme plus silencieux. Il allait plus vraiment se coucher, il passait ses journées et ses nuits dans le canapé. C'est arrivé plusieurs fois qu'il perde l'équilibre et qu'il refuse toute aide pour qu'on puisse le remettre debout. Donc ça pouvait durer très longtemps. Et en plus, il essayait de vivre aussi avec un bras, parce que son bras gauche, en fait, en dessous de son bras gauche, il y avait une grande tumeur qui, en fait, rendait son bras inutilisable. Je me souviens que parfois, mon père disait des choses que j'étais pas censée entendre, mais que j'entendais. Enfin, je sais pas s'il se rendait compte que je les entendais, mais il disait des choses pas évidentes. Et en fait, j'arrivais à agir comme si je les entendais pas et à en parler à personne, que ce soit à ma mère, à mes amis, j'en parlais à personne et juste j'arrivais à prendre du recul et à... Alors ça me touchait bien sûr et ça m'a marqué puisque je m'en souviens encore très bien aujourd'hui, mais j'arrivais à garder une certaine distance et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée à cette époque. Ça a été de prendre du recul involontairement, en fait c'est un mode de survie, une façon de se défendre, de prendre la chose avec moins de gravité qu'elle n'en a en réalité. Au lycée, moi, je parlais pas du tout de ça. Je faisais vraiment une distinction entre ma vie à la maison et le rôle d'aidant qu'on a dû tous endosser et ma vie au lycée où j'étais une élève de terminale de 17 ans, totalement banale. Et en fait, j'en parlais pas du tout, c'est-à-dire que très peu de personnes étaient au courant de ce qui se passait chez moi et du fait que mon père était malade. Mais en plus, je suis même pas sûre en fait d'y penser quand j'étais au lycée. J'avais l'impression vraiment de faire une distinction énorme et d'avoir deux vies. C'est la veille de Noël, enfin le 24 décembre, que l'infirmière du coup qui venait voir mon père tous les jours est passée comme à son habitude. Elle est en train de préparer les toasts pour le réveillon de Noël et je vois qu'en fait l'infirmière elle parle à ma mère mais elle chuchote un peu. Et en fait je laisse traîner une oreille parce qu'en fait j'avais envie de savoir ce qui se disait. J'ai pas vraiment réussi à comprendre et à entendre, mais j'ai compris que c'était grave et que c'était pas du tout positif. Le soir de Noël, le 24, du coup, le soir du réveillon de Noël, il y a la famille de mon père, du coup, qui est venue le fêter chez nous. Mon père a passé sa soirée dans le canapé. Il parlait toujours pas et dans mes souvenirs, je dirais même qu'il dormait. On faisait tous en sorte en fait que le moment paraisse normal, même si bien évidemment il ne l'était pas. Le 25 décembre, le jour de Noël, mon père était couché et il n'a pas été capable de se lever. La famille de ma mère, qui était là du coup pour le repas de Noël, faisait des allers-retours dans la chambre, que ce soit pour lui amener des cadeaux, lui amener une assiette, aller un petit peu discuter, etc. Moi, je me souviens pas d'y être allée ce jour-là. Ma mère non plus d'ailleurs. J'en ai déjà parlé avec elle. Et je pense qu'inconsciemment, ça a été une journée où on s'est laissé un peu souffler et où on a un peu déconnecté et laissé un peu les autres prendre le relais, puisque nous c'était du 24-24, 7 jours sur 7, il n'y avait jamais de pause en fait. Le 26 décembre, j'avais passé la journée chez mon copain de l'époque et ses parents m'avaient fait un cadeau de Noël. Du coup, le soir, quand je suis rentrée chez moi, j'ai voulu aller montrer mon cadeau à mon père. En fait, il n'était pas du tout en forme et ma mère m'a dit d'aller me coucher et que demain, je lui montrerai mon cadeau. Donc, je suis allée me coucher et le 27 décembre, donc, mon père avait rendez-vous à l'hôpital pour aller se faire transfuser des plaquettes. J'ai entendu mes parents partir dans un demi-sommeil, mais je me suis vite rendormie. Et en vrai, je me suis réveillée à 13h, ça m'arrivait jamais. Et ma mère, elle est rentrée manger le midi, donc avec mon frère et moi. Et en fait, ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que le matin même, à l'hôpital, les médecins avaient dit à ma mère qu'ils allaient mettre en place un lit médicalisé à la maison. Parce que en fait ça se comptait en jours, voire en semaines, pour la vie de mon père. Le midi, en vrai, ma mère elle a rien laissé paraître et juste on a fait à manger, on a mangé à 3. Et en fait le reste de l'après-midi je l'ai passé à manger des céréales, à regarder Stranger Things. C'est vers 19h en fait que j'ai commencé à avoir un mauvais pressentiment. Mes parents n'étaient pas rentrés. J'ai envoyé des messages à ma mère, elle ne me répondait pas. Et en fait, mon copain, du coup, de ce moment-là, disait que je me faisais des films. Et j'avais vraiment cette sensation et j'étais angoissée, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas.
plus ma mère qui me répondait pas, ça venait rien améliorer. Et quand j'ai envoyé un message à ma mère en lui disant tu veux que je commence à faire à manger, c'est à ce moment-là qu'elle m'a répondu papy et mamie arrivent. Et en fait j'ai à peine eu le temps de répondre à son message que ça a sonné à la maison. Et du coup on avait une porte avec une fenêtre et je vois effectivement mamie, main sur la poignée, prête à ouvrir la porte et papy derrière. Et c'est vrai que sur le moment je m'étais dit que c'était un peu étrange sans y prêter plus attention que ça. Mais d'habitude, papy rentre et mamie arrive après avec plein de paniers, avec des choses à donner, etc. Et en fait, là, je reprends, donc je quitte un peu ce moment d'angoisse et je reprends cette bonne humeur, en fait, et cet humour dont je fais un peu preuve depuis que les choses sont devenues compliquées à la maison parce que c'est mon moyen d'essayer de surmonter ça. Et donc, en fait, j'ouvre la porte et je leur dis ça va, je leur pose plein de questions pour savoir si ça va bien, etc. Et en fait, ils me répondent pas. Donc je trouve ça bizarre. Ils rentrent dans la maison. Mon frère arrive pour leur dire bonjour et en fait réitère ma question et je leur demande bah ça va alors quoi de neuf Enfin, mon grand-père me répond ça pourrait aller mieux. Papa a fait un arrêt cardiaque. Et je me souviens que dans ma tête, en un quart de seconde, je pense que c'est humain, je me suis dit ah mais ok mais ils l'ont réanimé comme dans Plus belle la vie, c'était ma référence de l'époque. Et en fait j'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit, que ma grand-mère a rajouté son cœur était trop fatigué. Et là je me souviens mettre mes mains sur ma bouche en état de choc. Et là j'ai un blackout complet de ce qui s'est passé par la suite. Mais apparemment j'ai insulté bien du monde et cassé toute la vaisselle selon les dires de ma grand-mère. Mais vraiment un état de choc ultime. Je me rappelle toujours pas de ce moment encore aujourd'hui. Et en fait, j'ai vu que mon frère, lui, était reparti dans sa chambre, s'isoler. Et mes grands-parents, en fait, nous ont dit qu'on allait préparer des affaires et qu'on allait venir dormir chez eux le soir même. Donc ma première question, ça a été, et maman, en fait, où est-ce qu'elle va dormir ? Et du coup, ils m'ont dit qu'elle allait aussi venir dormir, mais qu'elle viendrait rechercher des affaires après. Et moi, dans ma tête, il était hors de question que ma mère refasse la route toute seule pour revenir chercher des affaires. Donc j'ai dit non, c'est bon, je vais lui préparer des affaires. Je lui ai pris des vêtements, sa brosse à dents, enfin bref. J'ai essayé de faire pour un bien, mais tout dans un état second. Je me souviens que j'ai mon grand-père qui était au téléphone avec ma marraine, donc qui est la sœur de ma maman, et qui m'a demandé si ça me ferait du bien d'avoir ma marraine au téléphone. Donc j'ai répondu oui. J'étais pas sûre en réalité que quelque chose me fasse du bien sur le moment. Et en fait, ma marraine au téléphone, je me souviens qu'elle m'a dit que tout le monde était tellement triste et que eux, ils seraient toujours là pour moi. Et d'ailleurs, depuis, elle a toujours été là. Je me souviens aussi que j'entendais ma grand-mère appeler des gens du coup pour dire que mon père était décédé. Et en fait, j'avais l'impression que les mots ils collaient pas entre eux et que ça n'avait aucun sens. Du coup, on est parti pour dormir chez mes grands-parents, mais en fait, on est parti et on allait à l'hôpital rejoindre ma mère. Sauf qu'il était bien 22h. Et en fait, mon frère, il me dit toujours que dans la voiture, on s'est arrêté à un feu vert, que le vert, il est passé au rouge et qu'il est repassé au vert. Qu'on a redémarré par la suite. Je pense que tout le monde en réalité était en état de choc. Quand on est arrivé devant l'hôpital, du coup il était assez tard et en fait au moment où on s'est garé, il y avait ma mère et il y avait les frères de mon père, voilà, il y avait plein de gens qui nous étaient proches, qui étaient présents. Tout le monde est sorti de l'hôpital au moment où on est arrivé. Donc j'ai marché vers ma mère et la première chose que ma mère elle m'a dit c'est je suis tellement désolée, papa aussi il est désolé. Et ça c'est des mots que j'oublierai jamais. Mon frère, lui, il parlait pas, il avait toujours pas parlé, donc lui à ce moment-là il avait 14 ans. Il parlait pas, il restait pas avec nous, il était vraiment dans son coin. Et on est tous allés chez mes grands-parents. Ça c'est un souvenir qui me paraît fou, c'est qu'il y avait plein de gens qui n'avaient aucun rapport entre eux, qui étaient tous chez mes grands-parents. Il y a même un ami de mon père qui a fait l'aller-retour alors qu'il habite à plus d'une heure de route pour passer un peu de temps avec nous le soir et il nous racontait plein de souvenirs du service militaire, etc. avec mon père et en fait il y avait un peu de joie là-dedans
entre grosses guillemets bien sûr, mais un peu de légèreté, le fait de rire de tous ces souvenirs-là. La plupart que j'avais jamais entendus parce qu'en fait, c'est des choses qui n'avaient pas été racontées forcément avant. Je suis allée dormir avec ma mère parce que on a beaucoup discuté. Ma mère, elle m'a dit que mon père, en fait, il avait un petit rictus. Parce que quand il est décédé, il a juste dit aux infirmières qu'il pouvait plus respirer, mais il l'a dit avec son humour qui lui était associé et cet humour qu'on a connu depuis toujours et qu'il avait légèrement perdu. Alors humour, c'est un grand mot, mais avec une petite touche d'humour quand même malgré tout. Le lendemain matin, on s'est réveillé à 6h avec ma mère. En fait, on n'a pas dormi la nuit et on était incapable de manger. Ma mère, elle est partie choisir une tenue pour mon père avec mes grands-pères, mes deux grands-pères, et au salon funéraire. De mon côté, moi, ma marraine, elle est arrivée de là où elle habitait et on est allé à la plage. Il faisait hyper beau. Il y avait un grand ciel bleu, un grand soleil. Et je me souviens avoir dit que s'il faisait aussi beau, c'est parce que mon père était soulagé et apaisé. Ça a pas trop de sens de dire ça en réalité, mais sur le moment, ça me paraissait un soulagement. On est allé boire un chocolat chaud dans un café le long de la plage. Et en fait, ma marraine, elle a reçu un message à ce moment-là de ma mère qui disait que du coup, l'enterrement se ferait le 31 décembre. Et en fait, c'est vrai que moi, l'enterrement, j'avais jamais été à un enterrement de ma vie. Et en fait, c'est vrai que moi, j'avais déjà pensé au fait qu'il pourrait y avoir un enterrement, mais en fait, j'avais pas envie de le rendre réel. Donc, je n'avais posé aucune question sur le fait qu'il y ait ou non un enterrement, parce que je voulais vraiment pas me projeter à ce moment-là. Sauf qu'après avoir reçu ce message-là, c'était acté, quoi. L'enterrement, c'était du coup 3 jours après. Donc ensuite, le soir, on est rentré à la maison, à notre maison à nous. Et ma marraine, mes cousins sont venus chez nous pendant une semaine. Quand je suis rentrée à la maison, ça a été un moment très difficile parce qu'en fait, il y avait toutes les affaires de mon père partout, comme s'il allait revenir, puisque tout avait été laissé comme ça l'était en fait quand il est parti à l'hôpital ce jour-là, puisqu'il était censé revenir. Et du coup, c'était hyper compliqué pour moi, mais on a été très entourés à ce moment-là parce que du coup, il y avait plein d'amis de mes parents qui étaient venus, tout le monde ramenait un peu des choses à manger. Et en fait, il y avait un peu une ambiance festive dans cette tristesse qui faisait que on se racontait des choses, on regardait des albums photos, on rigolait, on était vraiment tous en train de partager quelque chose et ça rapproche en fait. Et moi j'adorais cette effervescence des soirées où tout le monde venait à la maison. Et par contre je redoutais totalement le moment où on allait devoir aller se coucher. Je redoutais et je détestais ce moment de noir et de silence. Les jours qui ont suivi, ils ont été rythmés par le salon funéraire. Moi qui avais hyper peur de voir mon père mort, en fait j'allais tout le temps le voir. Et je lui racontais plein de choses et je lui racontais ma vie. Et en fait... le jour de l'enterrement, quand je me suis réveillée, j'étais en angoisse complète. Bon, je pense que j'étais pas prête en fait à passer à une nouvelle étape. Et quand je suis arrivée au salon funéraire ce matin-là, j'ai dit bonjour à mon grand-père paternel qui m'a dit va voir papa une dernière fois. En fait, je suis allée voir mon père et après je me suis enfermée dans la voiture avec ma cousine et on a pleuré pendant je sais pas combien de temps avec un rouleau d'essuie-tout. On faisait que de pleurer jusqu'au moment où il a fallu aller à l'église. Et à l'église, c'était super beau, c'était une super belle cérémonie. Déjà, il y avait beaucoup de monde. Il y avait tellement de monde que tout le monde n'était pas dans l'église. Il y avait des gens jusqu'au... il y a le cimetière et il y a un café sur le coin. Il y avait des gens jusqu'au café qui n'ont pas vu une seconde de la cérémonie, mais qui ont été présents. Et... ça a été une cérémonie en musique parce que du coup mon père et ses musiciens, il y a plein de musiciens qui se sont regroupés pour jouer l'Ave Maria et c'était très beau. Mais par contre moi j'avais juste envie de dire qu'il fallait réouvrir le cercueil et que c'était pas possible, que mon père il allait revenir, qu'il n'y avait pas de raison. Voilà, il était pas mort en fait, c'était pas possible. Et ensuite ben forcément il a fallu aller au cimetière. Il y a de nouveau quelques musiciens qui ont joué un morceau et après on avait choisi... la musique Over the Rainbow, qu'elle soit mise au cimetière. Donc il y a eu ça, ils ont descendu le cercueil dans le caveau. Ma maman a jeté une rose rouge et mon frère et moi chacun une rose blanche.
Et alors, je me suis souvenue longtemps après qu'il y avait eu un pot après l'enterrement. Encore maintenant, je me suis souvenue de ça, mais je n'ai aucun souvenir du moment. Je pense qu'il y avait vraiment un état de choc. Je me souviens de la salle, etc. Mais je me souviens pas du tout de qui il y avait, de si j'ai parlé avec des gens. Je me rappelle vraiment de rien. Et en fait, du coup, après le pot, ben, on était quand même un 31 décembre. Et en fait, on s'est tous rassemblés. On s'est tous rassemblés pour... alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'on a fêté la nouvelle année, hein, mais on s'est tous rassemblés, en fait, parce que c'était un 31 décembre assez particulier. Encore une fois, plein de gens qui n'avaient pas de rapport entre eux, etc. Tout le monde était rassemblé à la maison, c'était assez particulier. Et encore une fois, assez festif. Alors, pas festif où tout le monde dansait, etc. Mais il y avait quand même un côté où c'était triste et en même temps il y avait un peu de légèreté de se raconter des choses et en fait de se rassembler. Et ça a été hyper important à cette période-là. Ensuite, ben, il a fallu qu'on apprenne à vivre à trois. Parce que c'est vrai qu'on s'ennuyait beaucoup au début. Déjà, on s'était beaucoup occupé de mon père dans ses derniers mois de vie. Et puis, on avait tout à reconstruire en fait. On avait perdu tous nos repères, toutes nos habitudes. Il a fallu qu'on retrouve tout ça. Donc, la première année, je pense qu'elle a été assez bancale parce que la première année, c'est toujours... c'est les premières fois. C'est le premier anniversaire sans la personne, c'est le premier Noël, c'est la première fête des pères, c'est les 1 mois, les 2 mois, les 1 an. Ça a été la plus compliquée, je pense, parce que l'adaptation, elle s'est faite toute l'année, en fait. Aujourd'hui, ça fait 8 ans et demi que mon papa est parti. Il se passe évidemment pas une journée sans que je pense à lui. Des fois, j'aimerais bien savoir ce qu'il pense de moi en fait. J'avais 17 ans, mais aujourd'hui j'en ai 25. Mon père, c'était quelqu'un qui était très fort et courageux, qui était très amoureux de ma mère. En hommage à mon père, au combat qu'il a mené contre la maladie pendant plusieurs années et à l'amour qu'il a pu nous porter, on se doit de vivre à 100% chaque jour, même s'il y a des journées compliquées parce que je pense que c'est ce qu'il aurait voulu et c'est aussi une façon de lui montrer qu'on va pas se laisser abattre par des choses peut-être moindres, entre guillemets, que les années et les épreuves qu'on a déjà dû traverser.